Alors nous allons passer maintenant au thème suivant. Utilisation des données personnelles de santé, quel pare-feu? Point d'interrogation. Et nous aurons une interview de Giovanni Buttarelli en vidéotransmission et je demande de venir à la table Freddy Abnouzi, Cathy Apostolidis, David Gruson, Gaspard Koenig. Éric Léandri sera ensuite lui aussi en vidéotransmission. Et venez s'il vous plaît, venez vous installer. Et le débat sera animé par Didier Bazocchi. Didier, voilà. Voilà. Parfait. Accepter David. et continuer. Voilà. Vous vous souvenez de l'entrée en vigueur il y a quelques mois du RGPD, le règlement général sur la protection des données personnelles. Rappelez-vous tous ces mails et tous ces sites vous demandant d'accepter leurs nouvelles conditions d'utilisation. Allez, avouez vous aussi au bout du 10e message d'une demi-page, vous avez appuyé sur accepter, sans même lire de quoi il retournait. Eh oui, même sensibilisé, il suffit d'un clic pour donner son consentement à la collecte et au traitement des données personnelles. Or, ces données que l'on donne, justement, presque sans y penser, sont tout de même un double de nous-mêmes qui finit par nous qualifier totalement. Un peu comme le sang humain, finalement. Dans les années 50, lorsqu'il a fallu légiférer sur le don du sang, les juristes n'ont pas trouvé les mots pour définir ce fluide vital, ce soi hors de soi qui n'est ni tout à fait une personne, ni une simple donnée, et pas non plus une marchandise. Près de 70 ans plus tard, les données personnelles suscitent les mêmes interrogations. On peut les donner, mais doit-on pour autant avoir la possibilité de les vendre? Chaque citoyen devrait-il pouvoir exercer sur elles un droit de propriété? Ou doivent-elles être un bien commun que l'État doit protéger? En France, c'est clairement cette dernière option qui tient la corde. Elle a ses inconvénients. Même simplifiée il y a un an, la procédure d'accès aux données de santé anonymisées et non réidentifiantes reste fastidieuse et trop lente. Ce n'est pas en Chine ou aux États-Unis que l'on met autant de bâtons dans les roues aux équipes médicales, aux patients et aux industriels de santé qui ont besoin de ces données pour améliorer les performances de notre système de santé. Bonjour, nous allons commencer par une interview du contrôleur européen de protection des données avec lequel nous allons être connectés dans quelques instants, je pense. Sinon, Bonjour. Bonjour. Nice to Ça meet va? you. Nice to meet you. Vous voulez parler français? Oh, je voudrais vous adresser en français, mais malheureusement, je ne suis pas courant comme je voudrais. Bon. Alors, nous avons des noms italiens, nous n'allons pas parler tous les deux en anglais. Je vais donc parler en français et vous répondre en anglais si vous voulez. Oui, pas mal. Très bien. Alors, vous êtes le contrôleur européen de protection des données. Vous avez mis en place au mois de mai 2018 le GDPR, Règlement européen de protection des données. L'Europe est pleinement dans son rôle quand elle protège les citoyens sur ses droits fondamentaux. Pour autant, si je clique sur mon smartphone et que je dis oui sans lire une condition générale de n'importe quel site, je peux ensuite envoyer mes données de poids, de pression artérielle. Que deviennent ces informations et quelle garantie ai-je qu'elles ne seront pas revendues à un assureur étranger, à un marchand de solutions, de toutes sortes? Qu'est-ce que, au fond, le RGPD apporte de plus que la réglementation précédente des pays? Beaucoup de choses. Encore une fois, un grand merci pour permettez-moi de vous adresser en anglais. Pour dire qu'il y a un grand changement. Till the 20... Jusqu'au 25 mai de cette année, en Europe, la protection des données a été considérée comme complémentaire au mouvement libre des biens, des personnes, des capitaux. C'était orienté vers la protection des consommateurs, les utilisateurs, mais suite à la traité de Lisbonne, nous sommes traités en tant que personnes. RGPD rend
protège mieux nos pratiques. C'est nous rendant la protection des données numériques. Nous quittons les formalités qui existaient auparavant et nous nous concentrons sur des pare-feux plus efficaces. On fait plus d'attention à l'individu, à la personne, la dignité de cette personne. On doit tous être mieux informés dans un langage clair sur les conséquences de nos comportements en ligne. Et maintenant, il y a davantage d'harmonisation. La loi européenne doit s'appliquer à tout le monde à travers le monde qui propose des biens et des services de manière à distance. Et jusqu'au 25 mai, c'était très difficile, non seulement dans le secteur de la santé, mais ailleurs, de protéger les personnes par rapport à l'utilisation de leurs données personnelles par les contrôleurs de données établis à l'extérieur de l'Europe. Maintenant, c'est plus simple. De Facebook à Amazon, Apple, Google et bien sûr les géants dans le secteur de la santé. Tout cela est plus simple maintenant. C'est quand, néanmoins, on entend dire que sur les données de santé, tout n'est pas encore écrit et que l'Union européenne attend des propositions des États pour compléter ces dispositifs. Vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui ? That's true. C'est vrai. Depuis, la réglementation a identifié 4-5 sujets sur lesquels le message est il y a plus de diversité au niveau national et par conséquent, les États membres ont un peu de place pour manœuvrer en ce qui concerne les données sur la recherche scientifique et les données de santé. Les piliers se trouvent dans la RGPD et pour les soins médicaux et également pour les objectifs scientifiques, il y a des protections et il y a un bon équilibre entre la protection des individus et également l'avenir de la recherche. Je vais publier la semaine prochaine un document sujet à la consultation publique pour les épidémiologues, les chercheurs, les scientifiques pour tirer avantage des mesures au sein de RGPD. On ne prend pas en compte les 27 lois adoptées. Uniquement la Roumanie est en retard dans la transposition de cette directive. Mais ce qui est essentiel, c'est que maintenant, nous parlons d'une seule voix. Les données génétiques, par exemple, la recherche transfrontalière. Nous ne pouvons pas opérer avec des pratiques fragmentées. L'Europe se doit de parler d'une seule voix. Nous devons mettre des incitations à la responsabilité. Nous devons identifier les frontières claires entre les objectifs purement scientifiques et d'autres travaux de recherche qui ont un effet adverse sur le bien-être des individus, parce qu'un gène spécifique peut être différent dans un des cas. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'opportunités pour avoir une approche pour anonymiser les données, pour dépersonnaliser les données, pour mettre en place des codes de conduite. N'attendez pas des lignes directrices mises en place par les décideurs au niveau national. Faites votre travail et communiquez avec une approche durable pour protéger les données. Et cela contribuera à aider aux États membres de faire davantage. La situation actuelle, lorsqu'un internaute européen transmet des données sur un site, si ce site est basé hors de l'Union européenne, et ça, l'internaute ne le sait pas, est-ce que ces données sont réellement protégées? On entend dire que le Privacy Act américain ne protège que les citoyens et résidents américains pour des traitements exercés aux États-Unis. Comment le RGPD règle-t-il cette situation en pratique?
Nous avons beaucoup de nouveautés. D'un côté, nous avons beaucoup plus de flexibilité dans l'utilisation des différentes exigences pour le transfert des données en dehors de l'Union. Mais à l'opposé de ce qui s'est passé avant le 24 mai, nous, maintenant, nous intéressons à ce qui se passe dans le pays receveur. Il y a des sociétés qui sont sujettes à RGPD dans sa totalité, non seulement lors du transfert des données aux États-Unis, par exemple. Et deuxièmement, si vous avez un contrôleur qui opère en Europe, mais qui n'est pas établi en Europe, ils doivent désigner un représentant. Mercredi dernier, avec mes 28 collègues, nous avons adopté des lignes directrices pour le champ d'application de la RGPD. Et il y a des implications pour le secteur de santé. Cette information est maintenant publiée pour votre information et j'espère que nous aurons une contribution de votre part. Nous vous invitons à lire ce document et à commenter avec des commentaires utiles, des remarques utiles pour nous. Sourire. La loi américaine, vous le savez, une conception très différente de la privacy telle qu'on l'imagine en Europe. On dit souvent que l'Europe protège les données des individus en tant que citoyens et sujets de droit, alors que les États-Unis les protègent en tant que consommateurs sur une place de marché. Et évidemment, nous aurons l'occasion de réévoquer ce point tout à l'heure. Pourtant, on commence à entendre dire aussi que le RGPD pourrait être une base de référence pour la future réglementation américaine. Ce serait une belle reconnaissance. C'est sérieux? Vous êtes optimiste là-dessus? Yes, but of course. Oui, il ne faut pas dire cela aux Américains. Il y a quelques semaines, mon ami Tom Wheeler, l'ancien président de la Commission fédérale, a publié un article dans le New York Times après le cas Cambridge Analytica pour expliquer pourquoi les États-Unis ne devraient pas avoir une législation similaire pour protéger les individus, ceci au niveau fédéral. Nous avons été invités à paraître devant le Sénat, le comité de commerce dans quelques jours pour les guider, pour les aider à mettre en place une approche fédérale. Nous avons compté 128 pays à travers le monde, dont 71 en dehors de l'Europe d'un point de vue géographique, qui sont équipés avec une génération moderne de règles de la protection des données qui concernent non seulement la protection des données personnelles, mais par qui, pour quel objectif, pendant quelle période on peut utiliser et garder et traiter des données. Et les États-Unis sont isolés maintenant et l'Union européenne va signer un accord de commerce avec le Japon basé sur cette législation de protection des données personnelles. Nous sommes dans une situation difficile d'un point de vue technologique, mais au point de vue des valeurs, nous sommes en tête. Nous sommes les leaders par exemple. Nous avons une approche souple et flexible et nous traitons également les SME et les PME de manière différente que les géants de la technologie. Nous mettons en place ces sauvegardes de manière fiable et on n'aime pas sans arrêt dire « je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord » et il n'y a rien de spécial. Si l'on peut prendre en compte nos valeurs éthiques, l'Europe peut combler ces lacunes au niveau numérique. Participation à nos travaux. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot et ensuite nous échangerons à partir de votre intervention avec nos représentants ici. Un dernier mot peut-être avant de vous saluer? Oui, j'espère de vous adresser en français la prochaine fois. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Un grand merci. Et encore merci. Ah oui.